Bon, ça tourne, salut les amis. Alors, petite vidéo du matin encore au pied levé. J'ai pris le temps un petit peu de mettre derrière ces beaux diplômes en fait, on verra après. Et puis, juste le temps d'écrire une petite écriture qui est à l'envers pour le coup avec la caméra, mais qui est le mot échec. Et tout l'objectif de la vidéo, ça va être de finalement poser une définition sur ce qu'est l'échec, mais aussi les conséquences qu'elles peuvent avoir dans la perception, dans la construction d'un individu, qu'il soit enfant, ado ou adulte, et les répercussions. Et voir que finalement, cette notion-là, elle ne veut pas dire grand-chose en fait dans les faits. D'un point de vue évolutionniste, d'un point de vue en fait purement biologique, cette notion-là, elle est très compliquée en fait à concevoir. Elle s'explique uniquement quand vous placez les gens dans un monde manichéen. Un monde manichéen, c'est bien, c'est mal. C'est gagner, c'est réussir. C'est blanc, bref, vous avez compris en fait. Tous des antagonistes dans lesquels finalement on n'y met aucune nuance. Alors dans ce regard-là, oui, vous allez voir des notions apparaître comme la réussite ou l'échec. Et ça, dans la société dans laquelle on vit, c'est l'instrument de tout ça. Ça, c'est la carotte, en fait. D'accord ? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Bruno Brem, spécialiste du changement rapide, donc je suis thérapeute, là on est un peu dans mon cabinet, et donc je suis thérapeute où j'utilise des outils en fait comme l'hypnose en fait ericksonienne, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la psychopathologie, la sophro, je suis naturopathe également, je suis également en fait entraîneur en fait en escrime, tout simplement, donc je fais beaucoup d'accompagnement en fait d'athlètes de haut niveau ou de grands chefs d'entreprise. Bon bref, ça va toucher justement tous les axes du petit en fait de 5 ans à tout âge en fait, j'allais dire de 7-70 ans, mais c'est encore plus large que ça. Bref, alors pourquoi cette vidéo? Parce que cette semaine j'ai été à nouveau confronté, alors pas moi personnellement, mais en tout cas les gens qui venaient au cabinet, à ces différentes croyances que finalement, où j'ai le sentiment qu'elles se développent comme un virus en fait. C'est la peur de l'échec. C'est l'estime de soi basse, le manque de confiance en soi si vous préférez. C'est le rabaissement, c'est tout ça. Et j'ai aimé en fait, j'ai fait cette vidéo plus simple pour tenter de vous expliquer, voilà, spontanément comme ça, comment ça se construit tout ça. Comment ça se construit. Comment on arrive finalement en fait à ça? Alors, comment on arrive à ça? Eh ben, il y a plusieurs axes. Déjà, il y a un axe un peu sociétal. Il y a, moi je vais parler un petit peu, on va dire, d'une époque qui est assez récente, c'est l'ère industrielle. L'ère industrielle, par exemple, elle a voulu créer des ouvriers productifs et conformes. Et pour créer tout ça, on avait un organe qui s'appelait l'éducation nationale, pour faire simple, qui a été, à mon sens, un organe avec ses qualités et ses vulnérabilités, comme toute chose en fait au final. Et là-dessus, j'en mettrai pas de jugement. Ce qui en ressort, et je pense que vous l'avez en tout cas pour la plupart expérimenté, c'est que on a grandi dans un monde justement manichéen, c'est-à-dire où implicitement, sans réellement le dire, mais en tout cas dans la façon dont c'était fait ressenti, c'est qu'on a placé les gens dans un système d'évaluation permanent et surtout de comparaison permanente. Et c'est là où on va avoir le gros problème en fait. Alors, pourquoi je parle d'évaluation et de comparaison? Parce que évidemment tout le système, il a été fait où vous fonctionnez soit à la carotte, c'est-à-dire ça commence à l'enfance, les bons points, les images, le compliment, la valorisation, les notes, par la suite, le diplôme, toutes ces choses finalement, et vice-versa. Quand on rentrait pas forcément dans ce cadre ou la façon forcément qu'on l'attendait, il y avait la sanction. C'est-à-dire la punition, la réprimande, parfois pour certains l'humiliation, le rabaissement, c'était le bonnet d'âne et tout ça, et tout le tralala à l'époque. Alors on va remonter à une époque beaucoup plus loin. Qui s'est fait dans des formes différentes. Ça a été le châtiment corporel, avec la règle sur les doigts. Ça a été finalement, moi j'ai connu l'époque des claques, et ainsi de suite et ainsi de suite. Dans tout ça, on a un monde manichéen, c'est-à-dire on valorise ce qui est conforme, et on diabolise, en tout cas, ou comment je vais dire, pas dire le mot diaboliser, sinon je vais me prendre la foudre en fait de certains enseignants. En tout cas, on recadre ce qui sort en fait de ce cadre ou ce qui échappe parfois finalement à ma maîtrise des choses aussi, parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Donc à ce moment-là, on a ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors vous savez, la notion pour moi du bien ou du mal, ou de la réussite ou l'échec, ça veut tout
et strictement rien dire. À partir du moment où vous placez en fait dans cet axe-là, vous êtes automatiquement prisonnier en permanence de prison psychologique. Je m'explique, c'est quoi une prison psychologique? Et peut-être que je vais passer par une métaphore qui est pas de moi en fait, qui est de Idriss Aberkam en fait, qui était sur l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, ça expliquait qu'à l'âge du bronze, en fait, on voulait éduquer des éléphants, et puis on disait, parce que ils étaient bien utiles, ces petites bêtes-là, et en fait, on savait créer des belles chaînes, en fait, en bronze, et puis quand on les mettait à la patte d'un éléphant adulte, on n'arrivait pas à le tenir, il mettait quelques coups de patte et il cassait sa chaîne. Mais il y a un petit malin qui s'est dit, mais attends, mais on sait aussi faire des belles cordes, et puis qu'est-ce qui se passe si on le met, en fait, à la patte d'un petit éléphant en fait. Alors ce petit éléphant, en effet, il va être accroché par la patte à une grande corde et puis ça va être fixé à un piquet. Et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire naturellement, spontanément? Il va tenter en fait de casser sa corde, mais il n'y arrive pas, il n'est pas assez fort. Et plus il essaye, moins il arrive. Puis on va grandir, hein, s'il évolue en fait dans son cheminement, il devient beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Et puis un jour, on se rend compte qu'il est adulte, il y a toujours la même corde à la patte. Sauf qu'il se passe ce phénomène assez curieux, c'est que il y a toujours la même corde et il cherche plus en fait à la casser. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il a fini par croire qu'il n'en était pas capable. Vous avez vu, ici, on n'a pas placé une prison à l'extérieur, il n'y a pas de mur autour de lui, quoi que ce soit, parce que dans les faits, s'il mettait un coup de patte dans cette corde, il la casse. Et la liberté est à lui. Mais il a fini par croire qu'il n'en était pas capable. Ça, c'est un petit peu le fruit de ces cheminements-là, premièrement. C'est-à-dire, t'es conforme, t'es intelligent, t'es comme on attend de toi, mais si tu l'es pas, implicitement, tu es stupide ou tu es bête. Alors, vous savez, c'était, je crois, Stephen Hawking, en fait, qui était bon, voilà, le monsieur qui était en fauteuil roulant, en fait, qui était tétraplégique. Vous savez, l'intelligence, en fait, on l'a définie depuis des décennies par le biais des neurosciences, par la science, et on peut se rendre compte qu'il y a autant de définitions que de personnes qui y travaillent. Stephen Hawking, il a dit un truc qui était d'une puissance pour moi qui était énorme, qui venait résumer, sans forcément, en tout cas, il donnait son regard à ce moment-là, il disait l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. En fait, il disait tout simplement par un mot très simple qu'à partir du moment où vous êtes là ou vivant, ça veut dire que vous avez développé une multitude d'intelligences, de ressources, de façons d'être, de faire, qui vous ont amené à ça. Mais ça veut dire aussi que si moi, j'étais à votre place, déjà, je ne pourrais pas prétendre être encore vivant, je ne pourrais pas prétendre faire mieux ou pire, parce que c'est impossible de savoir. Et dans ces faits-là, et vice-versa, ça veut dire que, vous savez, à partir du moment où vous allez mettre un critère d'évaluation, c'est-à-dire une norme, mais que vous ne prenez pas en compte l'individu, d'où il vient, quel parcours il a, quel environnement social il a, et ainsi de suite, quel suivi il peut avoir à la maison, tout ça, ce critère, à ce moment-là, il devient complètement stupide et destructeur pour ceux qui n'ont pas, en tout cas, les mêmes chances, la même possibilité de pouvoir l'expérimenter. C'est en ça, en fait, où c'est toxique. Là, c'est Albert Einstein qui expliquait, on n'évalue pas, en fait, un poisson rouge à sa capacité à grimper à un arbre. En effet, alors c'était une métaphore, on voyait différents enfants dans une classe qui étaient représentés par des animaux. Il y en a, c'était un singe, là, c'était un éléphant, là, c'était une girafe, et ainsi de suite, puis il y avait aussi un poisson rouge. Et l'enseignant, il dit, aujourd'hui, en fait, évaluation. Et il dit, vous allez tous grimper à l'arbre. Et en effet, oui, c'est un problème, parce que finalement, ce qui vous compose est le fruit de votre carte du monde, et votre carte du monde est le fruit des apprentissages spécifiques de votre environnement social, et de toutes ces déclinaisons qu'il y a derrière. Des modèles aussi qui vous transmettent, parce que parfois, pour la plupart, il y a déjà une peur de l'échec. Parce que suite à ce modèle, en fait, justement, qu'on a vu sociétal, c'est que c'était transmis à vos grands-parents, des fois avant même, à vos parents, et ainsi de suite. Et il y a tous ceux qui ont pu être acceptés par ce moule, qui l'ont plutôt bien vécu, et on verra que c'est peut-être pas si simple, et ceux qui sont aussi rejetés par ça, qui ont eu pour objectif de dire, mais toi, tu feras différemment. Il va falloir que tu montes, en fait, un cap par rapport à moi. Et c'est souvent ça qui était destructeur, parce qu'on a transmis, en fait, ce sac, et finalement, ces peurs qui ont permis à l'enfant, parfois par peur du rejet, de l'accepter, ce sac. Et ça prend la forme de « il faut »,« tu dois ». Par exemple, parfois, cet enfant, ce sac, il sera déjà très lourd, il va le sentir. Et ça prendra la forme de phobie scolaire. C'est-à-dire que quand il va aller à l'école, pour certains, même s'il peut avoir des critères qui sont, encore une fois, beaucoup plus diversifiés, c'est-à-dire que ça peut être aussi un harcèlement à l'école ou autre chose, mais parfois le simple fait de ne pas se sentir capable ou être à la hauteur, de pouvoir relever ce challenge, parce qu'on dit, réussir, tu vois, cette grande montagne, c'est là-bas. À un moment donné, lui va vouloir le faire par peur du rejet, en fait, par peur de ne pas être accepté pour ce qu'il est.
Parce que je rappelle que ces ressources, elles dépendent en fait de ses parents. Hein. Il ne peut pas survivre tout seul, le malheureux. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Donc à ce moment-là, il va tenter de se conformer, et plus il va monter, et à chaque fois qu'on va dire, mais non, c'était pas comme ça, c'était pas comme ça. Voilà, je le recadre, je le réprimande, j'y mets une pression, toujours aller plus loin, plus haut. À un moment donné, ça peut être très lourd à porter. Et ça va prendre la forme de symptômes, en fait, dans la vie du gamin ou de l'ado, hein. Mais on verra aussi dans le monde professionnel, évidemment. Hein. Tout ça, c'est qu'une construction progressive qui va amener, en fait, à ça. Donc voilà, on appelle ça, ce cheminement, en fait, quand on parlait de l'éléphant, avec sa corde, c'est l'impuissance apprise. Et l'impuissance apprise, c'est quelque chose qui est extrêmement destructeur, autant pour celui qui se sent à l'écart de ce système, parce qu'il s'est fait, dans son regard, un peu rejeté, pas accepté, mais il est aussi parfois pour celui qui a été dans la réussite. C'est ça le plus grand des paradoxes. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui ont finalement dans le regard de leurs parents, ou de leurs oncles et tantes, ou dans le monde extérieur, en disant « mais lui, ah, c'est cet enfant prodigue, quoi, parce que, ah, qu'est-ce qu'il est gentil, il est ci, il est ça, il travaille bien, c'est machin, voilà, c'est la gloire de la famille. » Sauf qu'à un moment donné, cette prison aussi, elle se place pour lui. C'est-à-dire que lui, il aura tellement développé l'habitude de chercher à correspondre aux attentes des autres, qu'à un moment donné, il pourra s'en sentir prisonnier. Et le jour, en fait, où ses attentes à lui changeraient, parce qu'il va sentir cette pression, à ce moment-là, il va se poser la question, et si je m'autorise à le faire, est-ce que les gens vont pas me juger? Est-ce que les gens, en fait, ils vont pas me renvoyer? Est-ce que je vais pas, finalement, m'isoler? Et cette peur-là, elle peut entretenir, finalement, dans des mécanicités toxiques. Il n'y a pas de bon modèle, en fait, dedans. C'est qu'il y a des prisons qu'on peut éviter, mais tant qu'on va chercher à comparer, en fait, les gens, à les mettre sur des critères dans lesquels vous êtes tous différents et uniques, ça ne fonctionnera jamais. Vous savez, dans l'évolution des espèces, on n'évaluait pas. Hein. Il n'y avait pas de notes, hein, il n'y avait pas de points. Hein. On prend un individu pour ce qu'il est et on apprend à le construire vers quelque chose. Je dis pas que... et c'est là où on ne peut pas créer d'amalgame, hein, on ne peut pas mettre tout le monde à la même enseigne, on ne peut pas parler de la pédagogie de façon aussi générale. Je l'ai dit volontairement de façon générale pour tenter d'expliquer en tout cas à ceux qui regarderont cette vidéo que faites attention parfois à ces injonctions en fait, que vous transmettez. Parce que je reçois beaucoup de personnes, là je parlais beaucoup forcément d'enfants et d'ados parce que c'est les parents qui me l'envoient, dans lequel, je vais vous dire sincèrement, souvent c'est pas l'enfant le problème. Hein. C'est pas l'enfant. Hein. C'est toutes les croyances qui lui ont été transmises, c'est toute cette pression qu'on lui a mis, même si encore une fois, moi je vais dire, vous savez, un parent il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, il part d'une bonne intention. Mais parfois en fait, inconsciemment, dans son langage paraverbal et non verbal, il transmet ses propres prisons. Et tant qu'elles ne sont pas dépassées et digérées par ce même gamin, il les perpétuera en fait autour de lui et à sa propre progéniture. Alors attention, le monde n'est ni blanc ni noir, le monde n'est ni bien ni mal, le monde c'est pas gagner ou perdre, c'est juste de la peur ou du désir. Parce que derrière chaque désir, il y a une peur et vice-versa. Je vais vous donner mon expérience dans l'escrime, et après je m'arrêterai, parce que cette vidéo, ça fait déjà 13 minutes 30 en fait qu'elle tourne. Vous savez, alors je suis entraîneur en escrime, comme je vous expliquais, et puis forcément, évidemment, on prend les gamins vers 4, 5 ans, ça va dépendre, 6 ans, puis à un certain âge, 7 ans, 6 ans, 8 ans, ils vont arriver dans le circuit compétitif. Et dans les faits, vous savez, tous ces gamins, au fond d'eux, ils ont envie de gagner. Ils se posent là-dessus, je veux gagner. Mais en même temps, derrière ce désir, il y a une peur. Il y a la peur de décevoir, il y a la peur de se tromper, il y a la peur d'échouer. Alors ce gamin, s'il se laisse prendre par cette peur, vous allez voir en fait que, à un moment donné, cette peur va prendre le contrôle de lui. C'est-à-dire que même si à côté, à la salle, tout se passe bien, et finalement, dans la production, dans ce qu'il fait, c'est très très bien, c'est très très propre, il va se laisser gagner par cette peur, et là, il y aura 3 réactions. Fuite, combat, tétanie. Ah non, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'y aller, hein, fuite. Ou c'est pas, non mais t'y vas, t'arrêtes ton cinéma maintenant. Et là il va sur la piste et... Alors 2 réactions, hein. Soit il va jouer à Star Wars, il va faire n'importe quoi avec son épée, c'est le mode combat. Je suis là, j'ai pas trop le choix, mais alors là j'ai oublié tout ce que je sais faire et il n'y a plus de lucidité, il n'y a plus d'analyse. Ou soit je suis au bout de la piste, je suis complètement tétanisé, et là c'est voilà, la tétanie justement. Alors à ce moment-là, lui il va favoriser, il va mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver là où il veut surtout pas en fait arriver. C'est ça en fait le paradoxe. Alors de l'autre côté, vous prenez le même gamin, avec les mêmes ressources, les mêmes compétences, voilà, le même âge, tout ça,
Et vous lui faites comprendre que dans la vie, on perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Que des bébés qui ont appris à marcher sans tomber, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est parce qu'on expérimente le déséquilibre qu'on peut apprendre l'équilibre. Quand vous intégrez ça, faites intégrer ça au gamin, il n'est plus dans une projection de l'avenir, et tiens, et si je perdais, qu'est-ce qui se passerait? Il accepte le fait de tomber, en fait, de se tromper. Et en fait, le premier mécanisme inconscient qu'il y aura, c'est, en tout cas, de lâcher prise d'une certaine façon. Alors lui, quand il va dépasser ça, il va se passer une chose, c'est qu'il va devenir en fait un joueur. Et le joueur, il prend son temps. Vous savez, en fait, il prend le temps d'analyser les choses, il trouve le bon moment, la bonne distance, il va feinter l'adversaire, en fait, pour voir comment il réagit. Et en fonction des portes que l'adversaire va ouvrir ou fermer, il va chercher à s'engouffrer dedans, il va pouvoir s'adapter facilement. Ou lui-même, il va ouvrir ses portes volontairement. Tiens, vas-y, c'est grand ouvert ici, vas-y, viens m'attaquer. Et en fait, il va l'attendre, il va favoriser les choses, il va être beaucoup plus posé, beaucoup plus lucide, beaucoup plus adaptatif. Il va favoriser les choses pour arriver là où lui il veut. Vous voyez ? Quelque part, c'est marrant parce qu'il y a une partie de lui qui lâche prise par rapport à ça et il démultiplie sa capacité en fait de réussite. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner automatiquement. Ça veut dire que parfois il pourra perdre, mais il ne vivra pas comme un échec. C'est ça la différence. C'est que lui, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête, inconsciemment? Il y aura un petit moment de déception, certainement. Mais en tout cas, parfois il va aussi accepter qu'en face, il a été meilleur que lui. Et c'est pas forcément lui qui a mal fait les choses. Parfois, il va accepter aussi inconsciemment de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je peux améliorer? Et ça va faire toute la différence, cette démarche-là. Il va accepter de tomber, de chuter et de se relever pour avancer. Le premier, il va le vivre comme un échec. Une fois, deux fois, trois fois. Soit il va se mettre la pression, soit il va dire, j'arrête, j'en peux plus. Et quand il va dire, j'arrête, j'en peux plus, il va dire, peut-être, imaginons, ses parents, ils cèdent à ça, il va dire, c'est pas grave, je vais faire du foot, je vais faire du handball, je vais faire de la musique, machin. Sauf que ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Et là, vous allez voir sa zone de confort au fur et à mesure se rétrécir. Il va se retrouver sur lui. Dès qu'il va changer d'environnement, un environnement où il va être évalué, où il va devoir en fait se débrouiller par lui-même, tout ça, vous allez voir quelqu'un avec une estime de lui qui va être très basse. Vous allez voir un repli sur lui, un manque de confiance en fait en lui. La peur de se tromper, la peur de décevoir en fait, tout simplement, la peur du rejet en fait potentiel. Et sa vie, elle sera axée uniquement sur ce que les autres penseront de lui. Lui va finir par croire que c'est les autres qui vont lui apporter l'amour et la reconnaissance qu'il pense avoir manqué. Pas de bol. Si j'ai pas confiance en moi, c'est difficile de faire confiance aux autres. C'est difficile de faire confiance en la vie. Et ainsi de suite. Et si je m'aime pas, c'est la même chose. Et là, à ce moment-là, vous allez donner un pouvoir extrêmement important à l'autre. C'est-à-dire que, moi j'aime bien poser cette question de façon comme ça, c'est qui est le plus responsable, celui qui crée la brèche, encore une fois, comme j'ai dit dans ma vidéo, ou celui qui s'engouffre dedans? Cette brèche, c'est la peur du rejet. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'automatiquement, le monde est opportuniste, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, le monde du vivant s'est développé, en fait, ainsi de suite. Tant qu'il y aura cette peur, cette brèche, vous allez voir, en fait, que vous allez permettre et autoriser les gens à venir vous faire résonner votre propre peur. Et vous allez réagir, en fait, en fonction de ça. Et vous allez devenir esclave, en fait, des attentes des autres en permanence. Et votre vie, elle va leur appartenir. En revanche, si moi, j'accepte d'apprendre à m'accepter, d'apprendre à voir aussi que je peux être quelqu'un d'unique, en fait, à ce moment-là, ça change beaucoup de choses. Si j'apprends à m'aimer, à m'accepter, je ferme ces brèches d'une certaine façon. Et je ne donne plus le pouvoir, en fait, à l'autre. Et quand je parle bien de pouvoir, je vais bien parler de pouvoir d'un point de vue négatif. Ça ne veut pas dire que je n'existe plus avec l'autre. En fait, c'est là où je peux réellement exister de façon saine avec l'autre. Parce que je sais ce que je veux. Je sais ce que je suis. Et forcément, je suis beaucoup moins sensible aux injonctions. Ça veut dire que je vais prendre le temps avec mes outils à moi, avec l'humour, avec des formulations, le temps de, quand je ne suis pas en accord, quoi que ce soit, à le verbaliser, à le recadrer. Et ça va pouvoir assainir les relations. Tandis que quand je n'ose pas dire ou faire, vous allez voir que je vais avoir cet effet cocotte-minute qui va accumuler. Et après, quand je vais le dire de très mauvaise façon, de très mauvaise manière. En plus, je vais faire rentrer l'autre en réactivité, qui va me le renvoyer à la figure. Et ça va créer de la distorsion, en fait. La distension, en fait, dans la relation qui peut amener, en fait, à la cassure. Donc voilà, tout ça pour vous dire, faites attention, réellement, à votre façon de communiquer. Réfléchissez à qu'est-ce que vous transmettez, d'un point de vue parfois où on ne se rend pas compte dans notre communication, à cette participation en fait à l'évaluation qu'on pourra avoir d'un enfant à un autre, ou de nous en fait à l'autre, de
cette comparaison permanente, quand on va comparer parfois le gamin à son cousin, ou à ci ou à ça, quand on va faire ressentir que lui, il est vraiment bien, j'aime bien, parce que finalement, il me renvoie mes propres modèles de réussite. Et par contre, toi, tu l'es beaucoup moins. Euh, dans parfois la sanction qu'on va donner, ainsi de suite. Vous savez, je le répète, dans la vie, on perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et si vous apprenez à faire confiance à votre enfant, à lui faire confiance, et à le responsabiliser sur sa vie, et j'ai même envie de dire parfois même à le confronter volontairement à l'échec, ne faites pas pour lui. Laissez-le se débrouiller. S'il réussit par lui-même, il sera content. S'il ne réussit pas, amenez-le à réfléchir à la façon dont il pourrait faire. Mais ne faites pas pour lui. Laissez-le faire. Aidez-le simplement pour qu'il se valorise et qu'il se démontre à lui-même qu'il est capable. Voilà. Et si vous respectez simplement ça, ça va changer beaucoup de choses. Pareil, pas de contradiction en fait entre les parents. Ça c'est important. Pas de brèche dans lesquelles on s'engouffre. Alors, je vais arrêter cette vidéo, du coup je m'étais promis de faire 15 minutes et je suis à 21 minutes. Voilà, écoutez, donc comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, donc je suis thérapeute donc, sur la commune de Courrières, je suis disponible si vous voulez en savoir plus pour ces différents problèmes que vous-même rencontrez, ou vos ados, ou vos enfants, sur cette peur d'avancer, c'est-à-dire fait de se sentir coincé. On parlait de phobie scolaire, on parlait de problèmes d'estime de soi, on parlait de rabaissement, on parlait de toutes ces choses en fait finalement, où j'ai l'impression de ne plus pouvoir avancer. Eh bien, passez au cabinet. Je serais ravi en fait de vous accueillir. Et vous serez bien en fait accueillis. Encore une fois, vous savez, l'accompagnement, c'est quelque chose qui est utile et profitable en fait à chacun. Parfois, ces prisons-là, on n'est pas capable de s'en rendre compte par soi-même. Parfois, on s'en rend compte, mais on ne sait pas les dépasser. Voilà, n'hésitez pas à franchir la porte du cabinet. Donc, je me situe sur la commune de Courrières, en plein centre-ville. Il y a mon nom qui est marqué en grand sur les affiches. Vous avez mon numéro de téléphone qui est aussi sur l'affiche. Cette vidéo, elle sera sur Facebook, elle sera sur YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne, même si, bon, je vais commencer à la réalimenter, qui s'appelle Bruno Brem, ou Brem Bruno, vous aurez facilement, à vous abonner, à partager. Faites partager ça, en fait, aux gens qui seraient, selon vous, en fait, confrontés, en fait, à ça. Et dites-vous, en fait, que de tout ça, on en sort et beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Et le gain, il est juste énorme. Là, c'est une reprise de sa vie en main. Toute cette prison où vous étiez enfermé, on vous apprend à en sortir. Et en sortir de façon rapide, dans le temps, vraiment dans le temps, et efficace. Et ça va se répercuter et rejaillir sur l'ensemble des axes de votre vie. D'accord ? Donc je vous attends les amis, et je compte sur vous. Allez, à très bientôt.